On va pouvoir reprendre les communications. Pour celle-ci, on va faire un retour à Saint-Romain-en-Galles pour évoquer la restauration des thermes du Nord. Et donc, présentation qui sera réalisée par Giulia Tsucci, qui est archéologue et responsable du site archéologique de Saint-Romain-en-Galles, Tessa Pirillo, conservatrice restauratrice spécialisée en décors architecturaux antiques, et enfin Richard Goulois, architecte du patrimoine, qui vont donc nous présenter leurs travaux sur les thermes de Saint-Romain-en-Galles. Parce que c'est pour la salle, mais c'est pour le Teams aussi. Très bien, parce que le son passe que par là. Voilà. Merci. Merci, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, un grand merci pour avoir accepté notre communication et merci aux organisateurs de ces journées qui sont très intéressantes justement pour échanger sur la restauration, notamment en archéologie, chose qui nous intéresse de près à Saint-Romain-en-Galles. Donc, comme vous l'avez vu précédemment avec la présentation de mes collègues, effectivement, nous sommes à une trentaine de kilomètres au sud de Lyon. Saint-Romain-en-Galles est un site archéologique qui s'étend aujourd'hui sur environ 8 hectares, la plupart visitables par le grand public. Et le site de Saint-Romain-en-Galles représente un quartier de la Vienna antique, donc de la Vienna romaine, dont le tissu urbain s'étendait sur toute la partie jaune que vous voyez dans la diapositive et qui aujourd'hui, donc dans l'Antiquité, c'était une seule unité territoriale, la Colonia Julia Viennensium. Et aujourd'hui, ce territoire est partagé entre 2 départements, l'Isère et le Rhône, et 3 communes, Saint-Romain-en-Galles, Sainte-Colombe et Vienne. Je vous dis ça parce que, bien évidemment, la gestion d'un site archéologique qui correspond à un territoire défini n'est pas simple quand il y a un découpage administratif tel que ceux qu'on a à Saint-Romain-en-Galles. Pour revenir à l'identité historique de la colonie romaine de Vienna, vous voyez que dans la ville actuelle de Vienne, dans l'Isère, donc, la ville de Vienne actuellement, dans l'Isère, montre encore aujourd'hui dans son tissu urbain la présence romaine avec des monuments très, très bien conservés, encore comme le temple, le théâtre, des élévations du forum, alors que sur la rive droite du Rhône, donc dans le territoire de Saint-Romain et Sainte-Colombe et dans le département du Rhône, les seuls vestiges visibles en élévation depuis l'Antiquité sont les vestiges du Palais du Miroir, un complexe thermal partiellement étudié. Et le territoire de la rive droite était caractérisé jusqu'au début du XXe siècle par une découverte assez importante de mosaïques, environ 80 mosaïques jusqu'aux années 70 du XXe siècle, mosaïques qui ont été retrouvées pendant des travaux agricoles, aussi des chantiers de construction, qui sont conservés aujourd'hui au musée de Saint-Romain-en-Galles et qui sont, enfin une partie, on a juste des informations sur les archives, mais qui sont malheureusement perdues. Au vu de cette richesse, quand même aussi sur la rive droite, au moment de la présentation d'un projet de construction de lycée en 1967 déposé par la commune de Vienne, les archéologues, donc on est en 1967, alertent tout de suite l'administration de la richesse archéologique et demandent des fouilles, des sondages préventifs pour vérifier un peu la densité archéologique sous le quartier. Et c'est comme ça que le site est découvert donc en 1967. Le projet de construction du lycée est déplacé plus à l'ouest du site et là on a donc un quartier entier qui apparaît, qui est classé donc monument historique à partir de 1983. Et à partir de ce moment, le département du Rhône devient le propriétaire du site archéologique et à partir des années 70 installe toute une série de travaux de fouilles, conservation et restauration. Cette dynamique s'intensifie dans les années 80, comme il le disait tout à l'heure mes collègues de Saint-Romain, avec la constitution d'une équipe archéologique et d'un atelier de restauration des mosaïques, justement pour continuer ce binôme
entre archéologie et valorisation, conservation et restauration. Et en 1990, dans les années 90, la construction du musée de site entraîne la découverte des nouvelles parties du site archéologique. Après une petite arrêt qu'il y a eu entre les années 90 et les années 2010, à partir de 2021, tout de suite après la pandémie, des nouvelles recherches ont été relancées sur le site et dans le musée, qui sont accompagnées bien évidemment par l'écriture d'un projet scientifique et culturel, mais aussi avec un grand chantier des collections, de la reprise de fouilles archéologiques programmées et des prospections géophysiques. Surtout, ce qui est important, c'est qu'en 2022, pour la première fois, une étude sanitaire est faite à l'échelle du site pour constater le niveau de conservation des vestiges. C'est la première fois depuis 1967 que cette étude est faite. Et c'est grâce à cette étude qui a été faite par le cabinet d'architectes du patrimoine Archipat qu'on a pu constater que des zones étaient extrêmement fragilisées parce qu'elles avaient subi très peu d'interventions de restauration. Et on a décidé ensemble de commencer justement par cette zone. Donc une de ces zones, c'est les Thermes du Nord qui sont au nord du site, en limite de propriété. C'est un complexe thermal qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, et que vous le verrez bien avec les interventions de mes collègues, versé dans un état de conservation assez précaire. C'était pour nous le prétexte aussi, après une arrêt de 12 ans, de recommencer des fouilles archéologiques programmées avec l'intervention de 2 universités, Aix-Marseille Université et Lyon 2. Et donc on a associé vraiment la recherche archéologique à l'étude de structures en binôme avec les conservateurs restaurateurs et les architectes du patrimoine, à qui je laisse la parole. Oui, donc suite à tout ce travail, une première consultation a été lancée donc, par rapport à l'étude, en étude préalable, sur le complexe des Thermes dits du Nord, compte tenu du fait que, comme Julia vient de le dire, qu'on était dans un état de conservation qui était préoccupant et qu'il était intéressant de pouvoir aussi se servir de cet élément comme étant une espèce de fil conducteur pour les futurs travaux qui pourraient être engendrés sur un site tel que celui-ci. À cette fin, donc, dans la mesure où le bâtiment est classé monument historique, donc il y avait recours à un architecte du patrimoine, donc c'est notre cabinet qui avait été retenu pour cette chose-là, et qui est composé donc d'une équipe pluridisciplinaire. Pourquoi ? Parce qu'il nous a paru évidemment, mais pour vous c'est aussi une évidence, que finalement, lorsqu'on a des travaux de restauration de monuments tels que celui-ci, on ne peut pas avoir la science infuse et qu'on est obligé de faire appel à un ensemble de spécialistes. A été mis donc au point en fait 2 cellules de projet. Une première cellule qu'on peut appeler cellule de projet composée par les institutionnels, à savoir donc la DRAC Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur la conservation adjointe donc à Lyon, avec donc le conservateur régional des monuments historiques qui est vraiment partie prenante, donc Marie-Blanche Pott, et avec l'ingénieur du patrimoine, donc Julien Defilon. En plus, donc, la CRMH entretient d'excellentes relations avec le SRA, donc c'est quelque chose d'extrêmement huilé. Et donc, il y a également, donc, par le biais donc, de Marie-Agnès Guédon-Viduel, Emmanuel Boissard, qui a travaillé énormément sur ce sujet, donc avec Anne-Laure Fouché. Ça, c'est l'équipe de projet qui était là pour le suivi, pour être aussi force de proposition et aussi de valider ou d'invalider l'étude au fur et à mesure de son avancement. Parallèlement, donc, il y a une équipe de travail, je vais l'appeler ça aussi le plus simplement possible, composée donc, par le musée lui-même, donc la directrice, donc Emilia Alonso, donc Julia qui est à mes côtés, et Tessa, donc conservatrice, restauratrice, qui était à l'époque encore parmi donc, le musée donc, gallo-romain. Il y a eu donc des intervenants extérieurs, donc en dehors de nous, plus un ingénieur structure en ce qui nous concerne. Vous verrez pourquoi il y a un ingénieur structure sur des vestiges archéologiques. Donc un ensemble d'intervenants extérieurs. Donc déjà, Asley Conseil, Alexis Texier était parmi nous. Également donc Frédéric Rivière sur la pétroarchéologie. Et puis donc d'autres, des archéologues topographes, des valorisations patrimoniales du patrimoine numérique, donc un ensemble de spécialistes sur cette question. Tout ça, donc toute cette équipe qui était assez lourde, finalement ça naît d'un constat qui est un peu
que nous autres architectes faisons souvent, c'est qu'entre le moment de la fouille et le moment de sa restauration, il y a un laps de temps où il n'y a pas vraiment de conservation préventive souvent, et qu'il y a nécessité quand même d'avoir un suivi. Donc ça permet, notamment en ce qui concerne donc, les Thermes du Nord, d'avoir ce regard sur qu'est-ce qui s'est passé finalement entre le moment où ça a été pris en charge et le moment où ça a été découvert. Autre élément, autre questionnement, c'est qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, et les Thermes du Nord en font partie, qu'on re-questionne des fouilles anciennes avec de nouvelles techniques, avec de nouvelles analyses, et qu'en définitive, des restaurations, parfois, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, un peu complexes des années 1980, peuvent entacher des vestiges archéologiques et nuire à certains types d'analyses en dehors des problèmes de conservation. Donc l'idée, c'est bien de faire le bilan de tout ça pour voir vers quelle direction on peut prendre des propositions ou des préconisations de restauration qui puissent permettre de ne pas polluer des vestiges antiques de façon à ce qu'une recherche future, dans un certain nombre d'années, là il y a eu 40 ans à peu près entre les premières et celles qui nous intéressent aujourd'hui, puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Donc, alors déjà une première chose, c'est tout ce qui est donc la documentation existante. Évidemment, le fonds documentaire est très important donc, au niveau du musée, puisqu'on a des ensembles de relevés, de photographies, de journal de fouilles, qui permettent donc d'avoir déjà une première assise pour connaître dans quel état a été découvert, enfin dans quel état était le monument, comment sa découverte s'est passée et quelles sont les différentes pathologies déjà existantes, puisque par le biais de photographies, on peut avoir des éléments intéressants au sujet. Donc il y a eu un travail de collecte très important de notre part, de l'ensemble des participants, de façon à avoir une documentation et faire un point de la documentation. Grâce à cette documentation, on a pu travailler les uns et les autres, et ça veut dire qu'évidemment, il faut redocumenter. C'est-à-dire qu'on prend l'objet Thermes du Nord aujourd'hui, il faut effectivement, par le biais de relevés, donc ils sont, alors dans le cas présent, des relevés par scanner 3D, par photogrammétrie, par LIDAR, qui permettent donc de faire un bilan tel que les Thermes du Nord ont été au moment où on a commencé de l'étudier. C'est-à-dire avec ces dégradations, avec ces tas de feuilles, avec ces gravats, avec ces restes divers et variés. Et après, donc, on a reproposé de refaire un relevé après le nettoyage dont Tessa va parler dans quelques instants. Donc, c'est les éléments que vous avez ici. C'est vraiment pour nous très important qu'on documente sans arrêt. Et il faudrait que la dynamique, la documentation de l'évolution d'un site tel que celui-ci puisse perdurer dans le temps. Oui, donc comme le disait Richard, l'état de conservation des vestiges des Thermes du Nord est le résultat d'un ensemble de facteurs cumulés sur une période de plus de 40 ans qui se sont progressivement combinés et renforcés les uns les autres. Depuis leur découverte, les structures ont été exposées de manière continue aux agents climatiques, précipitations, érosion éolienne, variations thermiques, ainsi qu'aux cycles répétés d'humidification et de séchage. Cette exposition prolongée, sans dispositif de protection réellement adapté, a joué un rôle majeur dans l'évolution de leur état de conservation. Afin de répondre à cette situation, un abri de protection a été installé en 1984. Il s'agissait d'une structure, il s'agit d'ailleurs encore aujourd'hui, d'une structure d'échafaudage tubulaire équipée d'une couverture mixte en tôle métallique et en panneaux de polycarbonate. Conçu comme un dispositif temporaire, cet abri n'était pas destiné à assurer une protection pérenne avec le temps et en raison de son inadéquation aux contraintes climatiques locales. Il s'est au contraire révélé l'être l'un des principaux vecteurs de dégradation des vestiges, notamment en modifiant les conditions microclimatiques à l'échelle des structures. À cela s'ajoute un facteur déterminant, l'absence de protocole de suivi sanitaire programmé et assuré par des équipes spécialisées. Cette lacune a non seulement retardé la détection d'altérations, mais elle a également favorisé l'installation durable de dépôts organiques et parasitaires sur les maçonneries. Non. Un autre niveau d'analyse, relevant davantage de l'histoire conservative du site, concerne la présence, bien que limitée pour les Thermes du Nord, d'interventions de restauration ancienne qui soulèvent aujourd'hui plusieurs enjeux du point de vue de la conservation et notamment en termes de compatibilité des matériaux et interaction avec l'environnement.
En tenant compte de ce contexte environnemental et administratif, nous avons engagé une étude globale des vestiges et de leur état de conservation fondée sur une approche croisant sources documentaires, observations de terrain et analyses spécialisées. L'étude de la documentation d'archives, confrontée à l'état actuel des structures, a permis d'en analyser l'évolution au cours du temps. Et parallèlement, une étude archéologique du bâti, menée par Giulia, ici présente, a permis non seulement d'actualiser la documentation existante, mais aussi de réexaminer certaines données issues des anciennes fouilles, en apportant une lecture renouvelée des élévations et des phases constructives. Dans un second temps, l'analyse a porté plus spécifiquement sur l'état de conservation des vestiges, à la fois du point de vue des surfaces et des structures. Sur les surfaces, de nombreuses zones de mortier d'origine ainsi que certains murs présentaient une colonisation biologique importante, caractérisée par la présence de micro-organismes et par le développement de végétation. Ces phénomènes traduisent des conditions favorables à la rétention d'humidité et à une faible dynamique de séchage. D'un point de vue structurel, de nombreuses fissurations et fractures ont été observées. Celles-ci peuvent être mises en relation avec la présence de soutènements ponctuels par été métallique, initialement temporaires, mais toujours en place aujourd'hui. Et l'absence de répartition homogène de charge, désormais concentrée sur des points d'appui ponctuels, induit une concentration des contraintes mécaniques à l'origine des fissurations et des fractures des mortiers. Il convient également de signaler la présence de perforations dans les mortiers de tuileaux, très probablement liées à l'installation de guêpes maçonnes, comme en témoignent la quantité et la répartition des trous observés sur les mortiers. Enfin, une forte pulvérulence des mortiers d'Arras a été constatée, associée à des phénomènes de dessèlement des pierres de construction. À l'issue de ce constat, il est apparu nécessaire de définir et de mettre en œuvre des mesures d'urgence destinées à stabiliser les vestiges et à limiter l'aggravation des dégradations. Là, je repasse la parole à Richard qui va vous parler des mesures d'urgence sur l'abri. Oui, alors en ce qui concerne l'abri, donc comme on vient de vous le dire, comme le Tessa vient de le dire, il est l'un des principaux vecteurs de l'état de dégradation. Alors il faut savoir malgré tout que c'est un abri provisoire, mais un provisoire qui a vraiment beaucoup duré depuis 1984. Mais c'est quand même une donnée à prendre. Il faut faire attention au provisoire. C'est quelque chose qui peut effectivement perdurer. Toujours est-il qu'il y a des mesures d'urgence qui ont été prises parce que notamment, comme c'est une structure tubulaire, il y a eu des affaissements de la couverture liés aux chutes de neige, etc., qui font qu'on a eu des disjointoiements des tôles et avec donc des gouttes qui sont apparues et qui ont favorisé donc le développement que vous avez pu voir tout à l'heure donc de micro-végétaux en tout genre. Donc on peut le voir ici. Autre élément, c'est qu'on a ces points d'appui là que vous voyez très bien de cette structure qui reposent directement sur les vestiges antiques et qui, par le fait de la concentration des efforts, créent des dégradations vis-à-vis de tout ça. Les mesures d'urgence, finalement, c'est quand même un problème d'eau. Donc il a été convenu dans un premier temps de faire disparaître certains points d'appui qui étaient un petit peu complexes et d'autre part de reprendre complètement cette couverture de façon à supprimer tous les points d'entrée d'eau qui ont été mentionnés. C'est dans le cadre de la reprise des fouilles en 2024, en lien avec donc Giulia, nous avons conduit conjointement un chantier école archéologique et de sensibilisation à la conservation avec les étudiants de l'Université d'Aix-Marseille et de l'Université de Lyon. L'ensemble des thermes a ainsi fait l'objet d'un dépoussiérage et d'un nettoyage à sec, réalisé à l'aide de brosses à poils doux et d'aspirateurs, permettant d'éliminer les dépôts accumulés et de mettre en évidence certaines restaurations anciennes, jusque-là masquées, comme la dalle en béton que vous voyez en photo. Afin d'aller plus loin dans la compréhension des mécanismes d'altération et de pouvoir proposer des traitements de conservation adaptés, notamment en matière de traitement biocide, des analyses biologiques ont été menées par le bureau d'études Asselet Conseil. Ces analyses ont permis de caractériser la nature des colonisations biologiques et de confirmer leur lien direct avec les conditions microclimatiques induites par l'abri existant, favorisant bien sûr la rétention d'humidité. Parallèlement,
Des analyses pétro-archéologiques ont été réalisées afin d'approfondir les connaissances des matériaux constitutifs des maçonneries. Elles ont permis d'identifier les types de mortiers utilisés, ainsi que certaines variations de formulation révélatrices de phases de construction et de remaniement distinctes. Ces résultats sont venus conforter et enrichir l'étude archéologique du bâti en apportant des données matérielles objectives venant appuyer les observations stratigraphiques. Donc, comme Tessa vient de le dire, effectivement, on a pu se rendre compte qu'il y avait eu des interventions de restauration relativement lourdes, et notamment avec l'utilisation de mortiers vraiment inadaptés, puisque avec une majorité de chaux hydrauliques assez dosés, donc hydrofuges, qui ne sont pas vraiment compatibles avec les matériaux antiques qui étaient encore sur place, mis en exergue donc, par l'intervention de Frédéric Rivière. D'autres éléments sont à noter, c'est qu'il y a eu aussi un peu des masquages, c'est-à-dire que des maçonneries ont été reparmentées, ce qui fait qu'on a une incompréhension des vestiges archéologiques. Et ça rentre bien dans le cadre de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que attention à l'intervention d'aujourd'hui qui peut compromettre l'intervention de demain. Dernière chose, cet ensemble a donné lieu à plusieurs rapports d'études, donc un rapport de synthèse, donc vous avez ici, mais aussi un atlas raisonné, c'est-à-dire que l'ensemble de la documentation a été récoltée, comme je vous disais tout à l'heure, tant bien provenant donc, du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles que des archives de la DRAC. L'ensemble donc a été compilé pour faire un atlas qui fait partie de la nouvelle documentation donc, sur les termes du Nord, plus le rapport de synthèse, donc je venais de vous exprimer. Et donc, tout ce travail scientifique a été bien évidemment fait aussi en tenant présent que le but principal, aussi, enfin un des buts principaux, était la restitution au grand public. Et donc, tout de suite, on a organisé avec le service de médiation culturelle du musée de Saint-Romain-en-Galles une valorisation et une médiation pour le grand public, à la fois des fouilles archéologiques et de tous les travaux d'études, de conservation et restauration des vestiges. Dans cette dynamique de reprise de recherche en 2025, nous avons recommencé des fouilles de grande envergure sur le site et nous avons eu la chance de découvrir un mausolée de l'époque julio-claudienne en très bon état de conservation selon les yeux d'un archéologue. Mais vu qu'il ne suffit pas, on a commencé cette opération archéologique dès le début avec l'architecte du patrimoine et les conservateurs restaurateurs à nos côtés, afin de pouvoir prendre en charge dès le début, c'était un peu comme il le disait tout à l'heure les collègues des Carnac, tous les besoins qu'un vestige archéologique, et surtout un vestige archéologique exposé à l'extérieur, peut avoir depuis la découverte. Et ces interventions voilà, sont étudiées aussi pour la conservation temporelle. Là. Alors là, donc il fallait effectivement, donc il y a eu deux choses. On a fait un accompagnement technique le long des fouilles pour pouvoir remédier à un certain nombre de difficultés éventuelles qui pouvaient se présenter, tant du point de vue de la structure, par exemple, que du point de vue de différentes problématiques de conservation. Et puis l'année dernière, c'est que cette fouille est programmée sur donc, plusieurs années, et que donc il convient de mettre en place un abri. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il faut se méfier du temporaire. Là, c'est un temporaire qui est programmé, la démolition est prévue pour le 15 mars, donc c'est quelque chose qui est entériné dans les faits. Mais déjà, on a un élément qui commence à prendre compte, même s'il est provisoire, des données qui sont venues des termes du Nord, notamment sur le système de couverture, puisque là, on a un système de couverture par bâche et non plus par tôle, parce qu'il y a d'autres problématiques que je n'ai pas eu le temps de vous exprimer vis-à-vis de ça, de façon à avoir une continuité de la protection et d'éviter d'avoir de l'eau inconséquente. D'autre part, donc, il y a une ventilation générale de façon à éviter des problèmes de condensation qui sont aussi une des difficultés sur ce type d'abri métallique qui subit des chocs thermiques très importants. Pour conclure, donc, ces actions, elles sont, comme je le disais tout à l'heure, suivies chaque fois par une valorisation immédiate auprès du grand public, mais aussi auprès du public empêché, par exemple. Donc, le musée détient aujourd'hui un label Tourisme et Handicap.
Et les résultats des statistiques ont montré que rendre accessible, fruible du début du chantier les études et les observations que les différents spécialistes font sur les vestiges a tout de suite un intérêt direct du public, parce qu'on a pu constater une augmentation de la fréquentation du site cet été qui était assez importante. Nous vous remercions pour votre attention. Merci à tous les trois pour votre présentation qui pointe en effet les difficultés de conservation et de valorisation des vestiges archéologiques bâtis, et ça sur le temps long. Donc voilà, merci. On va poursuivre et terminer la matinée par une intervention donc, des collègues d'Arcantic sur les résines utilisées pour le comblement des matériaux en verre. Donc présentation qui sera réalisée par Armand Vinsotte, donc conservateur-restaurateur en céramique et en verre au laboratoire Arcantic, et il sera accompagné de Charlène Pellemediani, ingénieure d'études au laboratoire également. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous parler du jaunissement des résines transparentes. Et une question, que j'ai laissé la question ouverte d'ailleurs, parce que peut-être que l'étude que j'ai faite ne va pas y répondre. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc le jaunissement des résines est un problème bien connu effectivement de tous ceux qui travaillent dans la restauration du verre, et souvent une grosse frustration en fait, puisque c'est quand même un travail qui demande beaucoup de temps, et souvent des jaunissements qui arrivent dans des temps relativement courts en fait. Donc c'est une grosse frustration de voir tout ce travail jaunir rapidement. Alors bien sûr, il y a des études qui sont nombreuses, et notamment des études d'étudiants pour connaître en fait la résine qui serait la plus performante quant au jaunissement. C'est-à-dire en fait celle qui jaunerait le moins dans le temps. Alors généralement, ces comparaisons de résine se fait selon un protocole bien défini, et généralement en vieillissement accéléré. Souvent sur les travaux d'étudiants, effectivement, ils n'ont pas le temps de faire autre chose qu'un jaunissement accéléré. L'idée, en fait, c'est suite à un petit peu des observations que j'ai pu faire dans les musées au cours de mes pérégrinations dans certaines institutions, c'est de m'apercevoir en fait que quelquefois il y avait des jaunissements qui étaient plus ou moins importants avec une même résine. Quelquefois une résine qui n'était peut-être pas forcément la plus performante, annoncée comme la plus performante, en fait avait moins jauni qu'une autre. Donc l'idée en fait était de vérifier au fond si il n'y avait pas au départ une différence de jaunissement selon la mise en œuvre. Alors, mise en œuvre, ça peut être plusieurs choses. Le matériau support qui est employé pour cette mise en œuvre, les températures qu'on peut appliquer, tant pendant la polymérisation qu'après la polymérisation, et la condition de faire des moules ouverts ou moules fermés, puisque dans certaines techniques, on prend des moules ouverts, on redécoupe la résine après, on la met en forme, etc. Et les conditions de conservation après, donc après que le comblement a été fait, et notamment comparer ce qui se passe entre lumière naturelle et obscurité. Donc j'ai voulu voir s'il y avait une différence de comportement des résines. Alors effectivement, vous savez tous, ceux qui travaillent dans le verre, que la résine la plus performante actuellement en ce qui concerne les époxydes, c'est la Xtanil One, qui toujours vient en tête des moins jaunissantes. Alors j'ai voulu essayer d'autres. Alors l'autre araldite, l'autre époxyde très étudié et employé, c'est l'araldite Kit 2020, la XW 396-397. J'avais rajouté en époxy une Epotec 301, une polyuréthane, puis résine de MD 1775 et une résine polyester qui est assez abandonnée maintenant pour plusieurs raisons, mais que moi j'ai utilisée au début de mon parcours. Donc j'ai voulu quand même conserver cette résine pour voir un petit peu la manière dont ça se comporte
se comportait. En fait, pour cette présentation, étant donné qu'il j'avais pas beaucoup de temps, j'ai conservé les 3 principales, en fait, celles qui sont en bleu. Les autres ayant montré de toute façon des résultats assez décevants dans tous les cas. Donc je vais me contenter là ici d'exposer que sur ces 3 résines en bleu. Ouais, j'ai sauté un truc. Alors pour ça, j'ai fabriqué donc des éprouvettes. Des éprouvettes, en fait, quand c'est faites dans des moules donc fermés, hein, pour la plupart, sauf effectivement le cas des moules ouverts. Moules fermés dont l'épaisseur est de l'ordre non seulement une lame de verre de laboratoire, donc environ 1 mm. Pour la reproductivité, j'ai fait 6 éprouvettes par série. Alors, donc, mise en œuvre, remplissage en croisant les mélanges résine-durcisseur, ça pour éviter les problèmes effectivement de taux de résine par rapport au taux de durcisseur, s'il y avait des petites différences quand on pèse, etc. Le temps T0 a été... Alors là, c'est une erreur de ma diapositive. En fait, le temps T0, c'est la première prise de mesure de colorimétrie. C'est le 25 mars 2020. En fait, les mélanges ont été faits en février. Le remplissage des moules a été fait en février 2020. Les conditions atmosphériques au moment de la journée où j'ai fait tout le coulage dans les moules était donc température de 20 degrés et une humidité relative très très faible, hein, surtout pour Nantes, mais ce qui est explicable parce qu'en fait c'était en plein hiver et donc il y a surtout du chauffage central qui est quand même quelque chose qui assèche plutôt bien l'air. Voilà, ici une photo avec tous les moules représentés ici, en train de remplir ces différents moules. Ensuite, la mise en situation, j'ai fait une espèce de présentoir hein, qui ressemble à un présentoir de boucles d'oreilles pour ranger vos boucles d'oreilles. Pas les miennes, parce que j'en ai pas, mais qui donc est faite en matériaux non normalement, qui n'a pas d'émanation. Hein. Suspension en présentoir en matériaux neutres. Et quant à la sécurité, je n'ai pas de photo, mais elles ont été présentées, elles ont été mises dans un carton non acide avec aération pour que l'atmosphère soit la même que celle qui était en lumière du jour. Pour la suivi colorimétrique, donc spectrophotomètre, etc., système-là, mesure du delta B. Alors pourquoi normalement, effectivement, on devrait mesurer le delta E qui prend L, A et B. Généralement, dans toutes les études, on prend que le B. Alors je me posais la question d'ailleurs, pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, si on prend les 3 mesures, hein, eh bien, quand on fait un calcul d'erreur d'écart type, c'est tellement énorme qu'on ne peut absolument pas travailler dessus. On est obligé de choisir qu'un seul référent. Et si le B, ce qui correspond plutôt au jaunissement, évidemment, bien sûr, on va choisir celui qui correspond au jaunissement. À toi. Pour compléter l'étude d'Armand, on s'est dit au labo que c'était une superbe opportunité aussi de faire des analyses par spectroscopie infrarouge pour avoir un peu l'idée de comment évoluaient les résines d'un point de vue structurel et à une échelle moléculaire. Donc toutes les éprouvettes qui passaient en colorimétrie passaient aussi en spectro-infrarouge. Donc vous voyez l'équipement à côté en mode ATR. Je vous passe les détails de la technique interne. Donc voilà, ça représentait à peu près 113 analyses par an avec 3 jours d'acquisition dont l'interprétation est encore en cours puisqu'on a fait ça depuis 5 ans maintenant. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir voir s'il y a un lien aussi entre les évolutions colorimétriques qu'observait et qu'évaluait Armand avec le spectro et les évolutions chimiques des résines. Maintenant, tu avais une deuxième dépôt. Alors, on va venir tout de suite au résultat. Donc, donc le résultat vient au bout de 2025 heures, ce qui fait à peu près 5 ans et demi. Hein. Donc, c'est relativement faible hein, sur des échantillons de cette épaisseur-là. Donc on peut considérer que c'est un petit peu quelque chose d'intermédiaire qui donne des tendances, disons, quelquefois très accentuées, d'autres, on le verra, qui sont extrêmement faibles.
Je mets un avertissement, tout simplement, parce qu'il faut bien se rendre compte dans ces courbes que vous voyez là, le jaunissement à l'œil, c'est pour vous donner une référence si vous voulez, le jaunissement à l'œil est repérable à une différence de 1,5 à 2 unités. Donc vous voyez les unités ici sur les axes. Il faut bien comprendre que quelquefois, bien sûr, en dehors du colorimètre, on ne les voit pas. Et ce qui est très important d'ailleurs pour certaines choses. Donc là, je vais commencer donc pour les histoires de lumière du jour, obscurité, que j'ai mis en même temps que moule fermé et moule ouvert. Donc vous avez d'un côté la courbe sur 2025 heures, avec des prises de colorimétrie qui est environ tous les ans. Et le résultat au bout, ici, c'est le truc. Et le résultat ici, au bout de ces 2025 jours, avec notamment les écarts types qui sont indiqués. Alors ce qui est très frappant ici pour l'X-Stanley One, c'est qu'il y a une très 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 grosse différence de comportement entre lumière du jour et obscurité, avec un jaunissement dans l'obscurité qui est extrêmement important. C'est pas vraiment une surprise en fait quand on regarde comment se comporte le durcisseur, quand on met dans une armoire qui n'est pas à lumière du jour, qui donc est fermée à l'obscurité, on voit un jaunissement qui se fait extrêmement rapidement, tandis que celui qui a été laissé à lumière du jour a un jaunissement qui est beaucoup plus faible. Ici, alors je n'ai pas mis de légende, mais ici c'est 5 ans dans un placard, donc à l'obscurité. Ici c'est 2 ans à l'obscurité, et ici c'est 5 ans à lumière du jour. Donc on voit une très très grosse différence de comportement. Quant au moule ouvert et moule fermé, par contre, effectivement, on voit très très peu de différence de comportement. Alors pourquoi on fait cette expérience-là? Parce qu'on peut penser effectivement que l'oxygène de l'air ou l'humidité de l'air ou des choses qui viennent de l'air en moule ouvert peuvent influencer sur le jaunissement. En ce qui concerne X-Stanley One, apparemment, ce n'est pas le cas. Ici, je passe à l'Araldite 2020 pour les mêmes conditions. On voit au contraire que pour la 2020, les conditions d'obscurité, effectivement, il y a un jaunissement qui est un peu plus accentué, mais qui n'est pas pas flagrant en fait. Quand on voit, là, on est inférieur à 1. Par contre, la différence entre un moule ouvert et un moule fermé est extrêmement importante. Pour comparer avec le polyuréthane, ici, alors là, je n'ai pas mis la courbe, j'ai simplement mis le résultat. En fait, il n'y a pas de différence entre lumière du jour et obscurité. L'expérience en moule ouvert n'a pas été faite parce qu'en fait, ce polyuréthane, qui est un biosourcé, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez à Lyon, il y avait une présentation sur une copie d'un vase par moulage qui avait été faite avec cette résine-là. Donc il n'y a pas de différence. Et donc en moule ouvert, il prend très très mal en fait. Il y a une prise qui est très très mauvaise, donc j'ai abandonné l'idée d'en faire. Voilà. Alors quand même, vous attendez un petit peu le résultat de comparaison des résines entre elles. Alors effectivement, vous allez me dire, là, il exagère quand même de voir que la X-Stanley One, sur 5 ans, en fait, n'est pas meilleure. Elle suit à peu près le jaunissement avec un départ, avec en plus un départ où elle est plus jaune en fait que les deux autres. Pourquoi? Vraisemblablement parce que le durcisseur que j'avais, sans m'en rendre compte d'ailleurs, parce qu'effectivement ce n'est pas des choses qui sont visibles à l'œil nu, était plus jaune en fait, tout simplement. Alors d'ailleurs j'ai interrogé mon fournisseur à ce propos qui m'a dit en fait il n'y a pas de date de péremption sur ces lots qui sont vendus. Donc on peut très bien avoir un durcisseur qui est un petit peu jaune sans qu'on s'aperçoive, qui est un petit peu vieux. Donc, et qui vraisemblablement a fait qu'au départ, en fait, eh bien, ça me donne un résultat un peu plus jaune que les deux autres résines. Donc,
à l'arrivée, on voit en fait que la distance de jaunissement est à peu près conservée en fait. L'obscurité, on l'a vu tout à l'heure, un très mauvais résultat pour la X-Stanley One. Si on voit l'obscurité, voilà. Alors toujours dans les résultats, en fait, toujours le polyuréthane a toujours les meilleurs scores en fait. Alors voilà, là c'est l'inverse, donc il est en moule ouvert. Là on a un très bon résultat de la X-Stanley One avec un mauvais résultat en ce qui concerne les résines époxydes de la 2020. Alors variation de température réticulation, l'idée étant de voir si effectivement la réticulation est plutôt lente, donc à une température relativement basse, à une température normale de 25 degrés qui a été faite en étuve en réglant à 25 degrés et une température à 40 degrés pour accélérer en fait cette réticulation pour voir si on avait une différence. Honnêtement, c'est pas du tout flagrant. En ce qui concerne la X-Stanley One, on ne peut pas dire qu'il y a une différence. J'aimerais quand même attirer votre attention, là, encore une fois, sur les courbes. On s'aperçoit qu'effectivement, au début, cette X-Stanley One qui, je vous l'ai dit, était... décidément, je ne vais pas y arriver. Était un petit peu jaune au départ. On voit très bien que l'échantillon qui était le plus jaune au départ, à C5 par exemple, va diminuer grâce à la lumière. Il ne faut pas oublier que tout ça sont la référence est moule fermé en cyclone Hexaflex exposé à la lumière du jour. Donc on a toujours une diminution du jaunissement à la lumière du jour au départ. Après, c'est simplement un départ. Voilà. L'autre chose qu'on peut remarquer d'une manière générale aussi, c'est qu'il y a des variations suivant les années. Il y a des années, et notamment la dernière année, où on a d'un seul coup un pic qui va se produire, dont je n'ai pas l'explication du tout. Autre chose joue, est-ce que c'est l'humidité relative, suivant les années, la luminosité, des choses comme ça. Je ne saurais pas répondre à cette question. UV et température après réticulation. Là encore une fois, c'est assez décevant. Il n'y a pas beaucoup de différence. Là encore une fois, toujours avec la X-Stanley One, on voit effectivement qu'il y a toujours une baisse du jaunissement au départ, grâce à l'exposition à la lumière. Mais dans l'ensemble, ça ne donne pas d'être. Et toujours la dernière année, c'est ce pic qui intervient. Le matériau support, qu'est-ce qu'on peut dire du matériau support? C'est que, j'ai représenté au bout de 2025 jours seulement 3, c'est-à-dire dans Hexaflex, donc un silicone en polyaddition, c'est Silastic 3481 en polycondensation, et la feuille PVC suivant la méthode, qui est une certaine méthode qui utilise ces feuilles. Normalement en PVC, d'ailleurs je ne suis pas très sûr qu'elles soient en PVC, mais normalement en PVC. Et il y en avait une quatrième que j'ai commencé au bout, c'est pour ça qu'il y en a un peu de retard ici. C'est avec de l'alcool polyvinylique pour faire comme la technique à la cire, où on protège la cire avec de l'alcool polyvinylique. Une technique effectivement qui est moins employée maintenant, mais que je pense est très utile encore. Donc sur les trois, il n'y a pas beaucoup là encore une fois de différence. C'est pas très flagrant. Simplement là, à noter que la différence entre un polycondensation et un polyaddition n'est pas énorme non plus. Il n'y a pas de grosse différence à noter. Voilà, je vais aller assez vite. Tiens, c'est à toi. Donc pour compléter les résultats qui viennent d'être présentés, donc je vous présente juste un spectre infrarouge. Et ce qui est intéressant, sur quelle que soit la résine finalement qui a été analysée et qui est passée sous le spectro, c'est qu'en fait toute la signature moléculaire, les régions spécifiques en dessous de 1800 cm-1, donc qui correspond aux aromatiques, aux CWO, aux esters, enfin tout ça, et ben ça bouge quasiment pas sur 5 ans, quelle que soit finalement la résine. La plupart des variations qu'on a pu observer, c'est celles qui sont dans le cadre rouge et qui sont des régions liées aux liaisons CH, CH2, CH2, CH3 et les OH libres. Voilà.
Je donne juste l'info, on n'a pas encore vraiment compris le mécanisme et pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on a observé. Donc vous voyez, les variations, elles sont entre 30 et 150% pour la partie à gauche contre moins de 3% à droite. Donc on est parti, sur la deuxième diapo, on est parti plutôt sur une exploitation en fait, de ce cadre rouge. Et donc très rapidement, la biorésine et la Xtal, c'est celle où on a observé le moins de variations, quel que soit le mode de préparation, la technique de fabrication ou la mise en exposition. Voilà. Ces deux-là, honnêtement, elles présentaient vraiment le moins d'évolution, moins de 30%. Par contre, toutes les observations qu'on a observées, et jusqu'à 150% de variation sur les 5 années, c'est l'araldite 2020. Donc je vous ai montrer un petit peu une hiérarchisation, si on veut, de la résine qui a le moins évolué au plus évolué en fonction des paramètres. Donc le moule ouvert a entraîné une évolution plus forte pour l'araldite qu'en moule fermé. Les températures de réticulation, le moins d'évolution, c'est celles qui ont été préparées à 5 degrés Celsius et le plus à 60. Pour la température après réticulation, on est, je regarde un mot, tu m'as dit. On est à la 40 degrés est celle qui a présenté le moins d'évolution. Et enfin, nous, ce qui était intéressant, c'est qu'en spectroscopie, que les résines a été exposées à la lumière du jour ou en obscurité, on n'observe pas d'évolution chimique. Alors la question c'est, est-ce que la spectroscopie infrarouge permet d'observer, qui dit qu'on n'en a pas vu, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas évolué non plus. Et on observe quelques résultats effectivement chimiques qui sont un peu différents de celles obtenues par colorimétrie, ce qui nous pousse un peu à aller un peu plus loin dans les exploitations et les interprétations chimiques. C'est en cours, il y aura quelques infos dans l'article qui est presque prêt, mais là voilà, on n'a pas voulu vous charger là-dessus. Je vais juste terminer donc par la conclusion. Donc en fait, les deux seuls résultats qui sont vraiment flagrants, effectivement, qu'on peut voir à l'œil nu, là, vous avez vu sur les échelles, donc c'est cette différence lumière du jour, obscurité, et moule ouvert à moule fermé. En ce qui concerne le reste, c'est pas très très flagrant, il faut le dire. Donc ça a une nette influence sur les deux résines époxydes et une influence très différenciée, comme on l'a montré. Par contre, le polyuréthane, lui, a l'air assez indifférent aux conditions de conservation, que ce soit à l'humidité, etc. Alors les perspectives, bien sûr, on peut considérer que cette petite étude est plus une étude exploratoire, dans le sens où elle va lancer en fait des questions. On peut se poser la question notamment sur les variations au cours des ans du jaunissement. On peut se poser la question, en fait, effectivement, il y a un rôle d'autre chose, effectivement, qui va jouer. Est-ce que c'est la température, l'humidité relative ? Peut-être des polluants aussi, bien sûr, ça peut être très important. Et peut-être, il serait intéressant de chercher vraiment dans ce domaine très spécifique, tout ça pour effectivement avoir des conseils à donner quant à la conservation de ces objets restaurés avec des résines transparentes, vitrines, etc. Est-ce qu'il va falloir, c'est l'humidité relative qui va être très importante de contrôler, qu'elle ne soit pas très importante, etc. etc. Et ceci, il faut effectivement, l'idée, effectivement, c'est de faire des tests cette fois-ci très spécifiques sur ces variantes. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'on peut redonner un tonnerre d'applaudissements pour Armand, puisque c'est sa dernière. Enfin, il reviendra, mais en tout cas, c'est ses derniers jours avec nous. Voilà. Je voudrais juste dire que si Dieu me prête vie, je continuerai à faire cette étude. Alors déjà sur 10 ans, je pense que là, 5 ans, c'est un petit peu limite en fait comme temps. Donc je vais continuer à casser les pieds à Arcantique pour suivre cette étude. Et aussi lancer ces tests spécifiques sur l'humidité relative, la température, faire varier tout ça pour voir un petit peu, avoir des préconisations justement sur la conservation de ces résines. Merci à tous les deux pour cette présentation très pointue et donc à suivre alors pour la suite des recherches.
On va avoir le temps juste pour que seulement 2 questions, parce que le traiteur nous attend. Et puis, je pense que nos ventres à tous commencent à crier famine. Donc, si des gens du public ou même à distance sont intéressés par des questions, n'hésitez pas. Alors, sur l'intervention donc, qui vient d'être faite et sur les termes de Saint-Romain-en-Galles également, hein. Moi, j'avais une question, pardon, c'était pour les termes de Saint-Romain-en-Galles, mais ça rejoint un peu les présentations qu'on a eues ce matin. C'est sur la question de la médiation et de la valorisation auprès du public. Est-ce que c'est des temps qui ont été envisagés dès le début, ou est-ce que vous avez été dépassé par les attentes du public ou la médiatisation autour du projet, parce qu'on a vu que c'était des moments très importants pour ces projets d'envergure? Oui, et en effet, au musée Saint-Romain-en-Galles, nous avons un service de médiation culturelle qui compte à peu près entre 10 et 12 médiateurs culturels. Et donc, dès la reprise des activités scientifiques sur le site archéologique, nous avons convenu des temps d'échange avec eux pour pouvoir justement structurer toute la médiation au grand public du début du projet. Et il est vrai que le chantier des Thermes du Nord était un test pour tout, à la fois pour tester l'équipe interdisciplinaire entre architectes du patrimoine, conservateurs, restaurateurs, archéologues qui travaillent ensemble avec les intervenants extérieurs, mais aussi voir comment le public pouvait répondre à ça via la médiation, justement. Et donc là, on a vu que la réponse du public était assez importante. Et pour la fouille, donc de l'été dernier, 2025, du début, même du moment où on a commencé à penser l'intervention sur le terrain, on a mis en place les activités, les visites guidées au chantier de fouille, qui étaient gérées par le service de médiation. Donc effectivement, nous, on va dire, le service scientifique ne s'est pas fait dépasser par ça, parce que tout est structuré avec une présence du service médiation assez solide. Une dernière question dans le public? Moi j'en avais une. Alors toujours pour les Thermes du Nord de Saint-Romain-en-Galles, vous nous avez présenté tout à l'heure des mesures d'urgence qui ont été prises donc, pour préserver les vestiges, que ce soit au niveau de la couverture et de l'abri, et puis le nettoyage aussi que vous avez réalisé. Est-ce qu'il est envisagé aussi un nettoyage des algues et de toutes les bioturbations en fait, qui se présentent sur les vestiges aujourd'hui sur les Thermes? Alors oui. Mais le problème, c'est que l'étude et le projet se sont un peu interrompus en 2024. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, on espère que pour la suite, il y aura un traitement biocide et peut-être des interventions un peu plus poussées du point de vue de la conservation, donc notamment la consolidation des mortiers, peut-être des bouchages et des confortements d'urgence. Disons que là, on est prêt. C'est-à-dire qu'on a tous les outils, on a fait toute l'étude pour intervenir, on attend juste... On est une collectivité territoriale, donc voilà. Tout le monde sait, mais voilà, on espère pouvoir mettre en place tout ça rapidement. J'ai une question en ligne, pardon, je vais la lire du coup. Petite question pour Armand. Peut-il expliquer ce qu'il veut dire quand il dit qu'il a croisé les mélanges? A-t-il modifié les proportions du mélange par rapport aux fiches techniques? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Simplement, c'est que quand on mélange effectivement le durcisseur et la résine, on peut avoir des petits écarts, effectivement. Donc, pour éviter d'avoir une série, la même série avec le même mélange, où j'aurais pu par erreur, sur un pesé, en fait. Je les ai croisés, en fait. À chaque fois, si j'avais 10 séries, j'ai fait les 10 séries avec un mélange, et les 6 séries ont un mélange différent. Voilà, c'est pour ça, c'est pas croiser c'est ça que je voulais dire. Voilà. Entendu. Magali avait une question aussi, donc je t'ai ouvert le micro. Tu peux prendre la parole si tu veux. A priori. Normalement, ça fonctionne.
Les Allô, aléas vous du m'entendez? direct. Oui, c'est bon, vas-y. Oui, Attends. bonjour. Magali Asquier, service d'archéologie de Nice. J'avais une question pour Armand parce que Stephen Coop, il y a 20 ans à Corning, nous alertait sur la possibilité d'avoir une contamination à cause des outils métalliques qu'on pourrait utiliser pour faire les mélanges de résine. Est-ce que tu as pu préparer les mélanges tous de la même façon? Avec quels matériaux? Et voilà. Oui, et alors ça, j'étais au courant effectivement de ces histoires d'outils métalliques. Donc tous les mélanges ont été faits avec une baguette en verre en fait, et dans un récipient en verre. Ok, donc voilà, ça serait peut-être intéressant de voir ces variations-là par rapport aux outils différents. Oui, en fait, c'est parce que j'avais rencontré dans une autre occasion, comment il s'appelle, Koub, et qui m'avait parlé de ça, en effet. Donc c'est pour ça que j'ai fait attention à ce problème. En tout cas, merci beaucoup, super. Dernière question, ouais. Puis après, on va... Par rapport à l'Araldite 2020, comme vous dites, qui est très très utilisée, ils sont quand même conditionnés déjà dans des flacons qui sont complètement opaques. Donc alors, ils n'ont pas déjà... Alors la 2020 est conditionnée dans un flacon opaque, effectivement. On a bien vu qu'il valait mieux et de tout à fait. Par contre, l'Eichstein One, telle qu'elle est revendue, je veux dire leur vendeur, c'est Kremer, elle est dans des récipients en verre transparent. Donc déjà, le fournisseur lui-même, c'est peut-être... Alors, moi, je sais qu'on a l'habitude, en fait, on a l'habitude de les ranger dans une armoire à l'obscurité. Et c'est, en fait, quand j'ai vu ça dès la première année, je me suis dit, mais il y a un truc, effectivement, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais en sortir un pour voir ce qu'il va donner au bout de 5 ans à la lumière du jour et comparé à l'autre. Et effectivement, je pense que ce n'est pas une bonne chose de les garder à l'obscurité. Effectivement, si on veut conserver une bonne transparence et sans jaunissement du durcisseur. Oui. Au frigo, c'est à obscurité. Alors donc non, j'ai pas essayé, mais bon, comme c'est à l'obscurité, voilà. Bon, en tout cas, moi, depuis maintenant, je conserve toujours à la lumière du jour et c'est beaucoup mieux parce que effectivement, alors qu'avant très vite, j'étais obligé de racheter des lots parce que très vite, j'avais le durcisseur qui était jaune, quoi. On avait une dernière question là-haut. Est-ce qu'on a le temps encore? Non, c'est bon? Bon, très bien. Eh bien, écoutez, merci à toutes et tous pour cette belle matinée de présentation. On va pouvoir aller déjeuner. Et reprise des interventions à 14h. À 13h50, donc n'hésitez pas à vous diriger vers l'auditorium pour qu'on puisse reprendre dès 14h. Merci et bon appétit.